Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le décryptage de ce dimanche 2 octobre 2022 avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors nous allons démarrer par notre traditionnel tour d'horizon de nos plateaux de dimanche, c'est politique. D'abord l'entretien qui a reçu Fred Renaud, membre du bloc républicain. Il a évoqué, l'invité de Françoise Avinemont, les situations qu'il avait opposées au régime et qui aller en prison compte tenu de faits politiques, il ne s'est pas considéré comme détenu politique. Alors, ma question, c'est de savoir si c'est le langage adapté ou stratégie de communication pour ne pas heurter les sensibilités de sa nouvelle famille politique. Il a fait un choix, mais il n'aurait pas suffi qu'il dise j'étais en prison en tant que prisonnier politique pour que je fût ainsi. Je pense que je vais répéter encore, comme dirait l'autre, la répétition d'un mensonge ne le transforme pas en vérité. Non, il n'y a pas de prisonnier politique au Bénin. Je pense qu'aucun analyste sérieux, et aucun expert ne peut raisonnablement dire qu'il y a des faits politiques. Il y a des gens qui sont en prison parce que dans l'action politique, ils ont outrepassé les lignes que la loi, que la République s'est donnée, à travers les lois de la République, de l'état de droit. Donc ils le savent bien. C'est des situations dommageables, c'est vrai, mais les considérer comme des prisonniers politiques, c'est un champ qu'il ne faut plus explorer, trop défini. Se disant, finalement, il n'y aura jamais de prisonniers, non, puisque tout le monde peut trouver des relents ou des lisières politiques à ses actions et se considérer comme prisonnier politique. Est-ce qu'il vous a convaincu alors aujourd'hui dans son oral sur l'entretien Oui, il a assumé, il a globalement assumé. Je pense que Fred Renaud est de point de vue communication, c'est une image. D'abord, c'est une personnalité dense, il en a en termes d'analyse politique. C'est quelqu'un qui peut en revendre. Je pense qu'il a assumé ses choix, ses positions. Il a assumé les situations qui ont entraîné les vicissitudes qu'il a connues ici et là. Je pense que globalement, il a assumé, oui. Mais quelle perspective pour lui, avec ce comeback dans l'arène politique, quelle perspective pour lui? Vous savez, les gens lucides arrivent toujours à ne pas aller jusqu'au bout du rouleau. Et j'ai été d'accord avec lui quand il dit ne pas être d'accord avec les choix politiques ou bien une orientation ne vous transforme pas en opposant. Il a rappelé le conseil technique ou bien chargé de mission. En tout cas, il était au cabinet du ministre de la Communication. Bien sûr. Je pense que c'est chargé de mission. Alors, il a rappelé quand il était au cabinet du ministre. Donc, il était là. Ça veut dire que c'est quelqu'un il a été d'abord critique. Ensuite, je pense qu'il a trouvé un modus vivendi pour quand même accompagner le ministre de la Communication. Et puis après encore, bon, il a continué. Parce que vous savez, c'est pas toujours l'être ou le paraître. Avec Fred, c'est difficile de paraître. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de paraître, c'est l'être. Et dans l'être, on peut se manifester de manière bruyante, comme de manière raisonnée. Entre la passion et la raison, il faut juste savoir mettre le curseur. Je pense que l'ancien membre, parce que au moment où il est retourné, on a quand même entendu l'ancien député, Hassan Saïbou, qui disait qu'il est revenu au Bercail. Ça veut dire qu'il était déjà là. Donc, c'est pas quelqu'un qui rejoint l'équipe, il y était. Quand on fait ce point de ce parcours en 6 ans, on ne peut pas dire qu'il soit un opposant. Il ne s'est jamais déclaré opposant. Je pense qu'au départ, il a fait le Bénin FCDB, qui est, si je ne me trompe pas, quand vous êtes de l'opposition constructive, rejoindre un peu, ça veut dire que vos positions ne sont pas radicalement tranchées. Il y a des nuances. Bien sûr. Il y a des nuances et Frère Renaud a toujours évoqué ces nuances. Et parfois, lorsque les Béninois se font... Pour moi, je trouve que c'est un des Béninois qui essaie de s'assumer, vaille que vaille, avec les fortunes qui ne sont peut-être pas celles attendues. Mais pour quelqu'un qui a un tempérament si changeant, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Peut-être demain, pour un oui ou un non, il va retourner le manteau simplement. Non, il n'a pas retourné le manteau, il se donne les libertés d'analyse. Il n'a jamais appartenu à FCB. Bien sûr. Il n'a jamais appartenu aux démocrates. Il n'a jamais appartenu. Donc,
Il sait pas, il a travaillé avec Boniaï. Quand on a dit qu'il a travaillé, bon, il a été vers la fin nommé directeur des services de l'information. Hein, parce que non, il n'a jamais réellement, il a épousé le changement, la refondation, comme beaucoup parmi nous. Parce que ça fait partie des évolutions logiques du pays. Le pays ne peut pas, on peut pas lier le pays à des hommes qui les dirigent. Les hommes qui les dirigent sont des lumières, sont des locomotives, sont l'incarnation peut-être du commandement du moment. Et soit on est d'accord avec leur gouvernance, on les accompagne d'une manière ou d'une autre, soit on n'est pas d'accord et on se met dans une certaine posture. Donc, et Fred et beaucoup de Béninois dont je fais partie, on a posé les options politiques du président Yahi qui n'étaient pas gérées par lui, c'était les hommes politiques autour de lui qui avaient infléchi, qui avaient montré cette obligation, cette nécessité d'aller vers le changement, de quitter l'immobilisme des années Kérékou pour aller vers le changement. Donc, on n'a pas pu faire. Certains actes ont été commandés, certains ont été commencés, certains ont été entamés, mal entamés, des problèmes politiques, les mêmes choses qui reviennent, les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, les ambitions politiques, le leadership, bref, tout ça a créé ce qu'on a connu. Donc, Fred Renaud fait de cette aventure. On a cheminé ensemble à un moment donné. Bien sûr. Puis après, voilà, chacun a repris son chemin. Donc, pour moi, je pense qu'il n'est pas changeant, il n'est pas si changeant que ça. Le problème avec Fred, c'est qu'il faut vraiment que dans les échanges, que chacun puisse dire ce qu'il veut et que ce soit aussi clairement établi. Après, bon, vous savez, on réunit les gens autour de leurs intérêts. Parfois, parce que quand l'homme politique dit les intérêts supérieurs du peuple, voyez d'abord mes intérêts. Ses intérêts à lui, voilà, ça passe d'abord par là. Tout à l'heure, j'ai entendu le peuple veut dire un parlement, bon, le peuple, celui qui disait ça, je ne sais pas, depuis quand il est allé devant le peuple, pour poser ces questions à ce peuple-là. Il fait partie du peuple aussi. Et quelle est cette typologie de ce peuple qui a parlé et où était le... Donc, vous voyez, chacun parle au nom du peuple, chacun parle d'abord en son propre nom, sauf ceux qui sont investis pour parler au nom du peuple, parce que lors des élections, certains sont investis pour parler au nom du peuple. Donc, pour moi, il n'est pas si changeant que ça. Il n'est peut-être pas totalement patient tout le temps. Il manque toujours peut-être de ce recul. Hein, pour mieux, il est un peu trop sur la scène. Serait-ce le manque d'expérience? Il est un peu trop dans la... Ah non, c'est un tempérament. Voilà, Kédi. Et puis on va rester dans ce registre pour parler de cette adhésion de Valentin Roudet à l'Union progressiste. Quelle plus-value pour ce parti politique? Ah oui, mais Valentin Roudet, comme l'ont dit certains éditeurs réalistes aujourd'hui, Valentin Roudet c'est un homme politique particulier. Il y en a quelques-uns de notre génération. Il en fait partie. On peut dire, il maîtrise son champ. DUD n'aurait jamais pu, sans doute, être un parti national avec les 10%. Ce n'est pas possible. La réalité d'aujourd'hui l'obligeait nécessairement à faire un choix. Et vous voyez, égal à lui-même, vous l'avez écouté, la fable de l'âne. Oui, le propotant, je pense bien. Donc, là, vous voyez la difficulté de choisir. En clair, Valentin, c'est un homme rond, qui est un homme politique accompli, qui parfois, on n'a pas de frère Renaud, mais exactement, le Valentin Roudet, c'est peut-être pas aussi loin. Même alignement, mais avec un peu plus d'expérience. Oui, un peu plus d'expérience, mais quelqu'un d'implacable et parfois un peu trop passionné quand il s'emballe. Et donc, du coup, il ne se donne pas trop de limites. Et donc, du coup, il ne peut pas être compris. Parce que, bon, vous savez, la politique, ce n'est certainement pas d'être impulsif. C'est-à-dire qu'il y a toujours un volet recul. À un moment donné, si vous ne faites pas de recul, et ce n'est même pas que de la politique, je pense que la sagesse l'enseigne, parfois de faire un peu de recul avant de prendre certaines postures. Et surtout, lorsque vous êtes un peu trop exposé, vous devez... Je me rappelle toujours, Valentin Roudet, 99, après les législatives, après la mise en place donc, du bureau de l'Assemblée nationale, le jeune politicien de l'époque, il avait à peine la quarantaine. Et donc, Valentin Roudet, qui prend la parole dans le vif de l'action, oui, et il a stigmatisé clairement le groupe qui a fait que Adrien Goudia avait gagné à l'époque les législatives, enfin, le perchois. Parce que lui, il était dans l'équipe qui soutenait Bruno Amoussou. À l'époque, la majorité présidentielle de l'époque, autour de Mathieu Kérékou, Valentin Roudet, il était, quelques jours après, il est devenu ministre. Il est devenu ministre des Sports. Mais il a quand même eu ce courage à l'époque, le dire ainsi,
Le dire ainsi était quand même trop fort. Ce n'est qu'un aspect de la chose. Je peux encore évoquer d'autres éléments concernant le personnage. C'est un homme politique particulier. Il ne recule devant rien. C'est un homme de courage, c'est un homme d'abnégation. C'est vraiment une bête de campagne, Valentin Roudet. Et donc, là, il a compris que l'environnement a évolué. L'environnement ayant évolué, il fallait se remettre à jouer. Il a dit, choisir ou périr. Donc, voilà l'homme. Il est aussi entier et direct. La plus-value, oui, je pense que l'UP a fait un très bon coup. Face au BR, parce qu'il disait que le BR avait cotisé aussi. Mais il était au début du BR par ailleurs. Il y était. Hein. Donc, oui, l'UP a fait un très bon coup. Je pense que il y a des adhésions de coquilles vides, on peut le dire ici. Valentin Roudet est une très belle prise pour l'UP. Et je pense que le parti saura en tirer profit si les arrangements de gestion étaient bien faits. Ce qui paraît peut-être incompréhensible pour le commun des mortels, comment un seul homme peut avoir la même mise sur cette 6e circonscription qui est assez grosse, quand même, c'est une très grande circonscription. Ce qui est particulier avec Valentin, c'est qu'il a été suffisamment bousculé. Depuis 1995. De tous les régimes, on va dire. Depuis 1995, élu député. Ce n'est que la dernière fois qu'il n'a pas été. Et là encore, dans quelles conditions? Il n'a pas été aux élections. Oui. Il n'a pas été aux élections. Donc, c'est que depuis 1995, la RB en a fait une cible parce qu'il était d'un parti qu'on appelait ARC, avec la Théophile, en tout cas, il faisait partie d'un groupe politique. Hein? Il était le seul député élu à l'époque, 1995. Et après, il a rejoint la RB. Alors donc, quand quelqu'un est revenu au pouvoir en 1998, il a soutenu Kérékou. Et donc, en 1999, la RB en a fait une cible. Et pourtant, il a gagné ses élections. Il était le seul transfuge de la RB qui a pu se maintenir parce que tous ceux qui ont quitté la RB se sont fait battre dans la circonscription. Alors, Valentin, il tient sa circonscription et il était en opposition tout le temps avec son mentor, c'est l'ancien ministre de la décentralisation, Barnabé Dassigli, qui fut son mentor et puis après ils sont devenus des ennemis politiques, des adversaires. Mais voilà. Donc c'est pour dire quelqu'un de tenace. Je pense qu'il tient ça de son père, hein, lui-même le dit, le nom a dit, bref, c'est quelqu'un de tenace. Il sait parcourir les hameaux, il connaît les hameaux, il a cette facilité d'y aller. Je pense que c'est un atout pour lui. Moi, c'est un grand frère pour moi. Que vous admirez, cet homme? Que j'admire énormément et avec qui j'ai partagé certains moments, disons, de la vie publique. Journaliste, lui, homme politique, mais un redoutable homme politique, on peut le dire. Redoutable, certes, mais quelle place pour lui dans cette masse de l'UP, le renouveau Agapit Napoléon Mafoika? Les données ont changé. Les données ont changé, hélas ou heureusement. Les données ont changé, donc je ne sais pas sur quelle base ils s'est entendu. Aujourd'hui, il faut mériter sa place dans l'ensemble. Vous savez, c'est bon d'être roitelait dans son petit territoire. Hein. Aujourd'hui, maintenant, il a rejoint une grande surface. Il va falloir s'accommoder. Donc, il appartiendra à la direction du parti de savoir que faire d'un personnage comme Valentin Roudet, qui n'a pas toujours l'art de se contenter des portions congrès. Voilà qui est dit dans son discours auquel vous faites allusion, Agapit Napoléon Mafoika. Valentin Roudet a fait une mention spéciale et a demandé, je vais dire, un plaidoyer à l'endroit de ses camarades, ceux qu'il appelle camarades, qui ont fait la prison ou qui sont aujourd'hui en prison en raison, bien évidemment, des élections passées. Agapit Napoléon Mafoika, Valentin Roudet a joué sa partition concernant ses anciens camarades, on va dire. Oui, il a joué sa partition, mais il a joué de fort belle manière. Comme je dis, c'est un homme entier qui aurait pu présenter les choses autrement. Et je pense qu'il a dit avec élégance. Il a dit avec, de ne pas le faire, l'aurait trop exposé ailleurs parce que il était quand même de cette aventure-là. On l'a encore vu, lors de la présidentielle. Ce fameux front. Voilà, ce fameux front dont il a pris la tête. Donc, c'est logique, tout au moins qu'il évoque le Kaïvo. C'est tout au moins logique. Qu'il évoque le Kaïvo, mais il a tout généralisé. Et donc, moi, j'ai trouvé que il a été assez prévenant, je peux dire assez délicat, hein, sur la question avec deux précautions importantes. Première précaution, il fallait évoquer le sujet, il a évoqué. Donc, ça, au moins, on peut dire, il a assumé. Deuxième précaution, il n'a pas parlé de détenus politiques. Il a parlé des camarades qui, dans l'action
qui dans les faits politiques ou dans les... Lors des élections, des oui, élections. il a Donc, cité. il a circonscrit les champs. Ils sont en prison dans leurs actions liées aux élections, à la politique donc. Mais il n'a pas dit qu'ils sont des prisonniers politiques. Je pense que c'est important. Il a été délicat là et c'est bien. Je trouve qu'il a su trouver les mots. Même. Et enfin, peut-être, je vais évoquer, il n'a pas d'exigence, comme certains le font. Oui. Il a demandé un plaidoyer. Alors, quand vous analysez cela, qui peut ne pas être d'accord avec lui? Tout le monde. Je vous dis, aucun parent, aucun enfant, aucun ami, aucune autorité ne peut se satisfaire d'avoir des personnalités comme Aïvo, Mandougou et bien d'autres en prison, ou en dehors du pays. Mais si des faits, vous tous, vous et moi, on est des justiciables, on peut tomber sous ses coups. Donc personne, nul n'est au-dessus de la loi. Donc ces situations sont arrivées, c'est peut-être déplorable, mais ça crée des situations, c'est peut-être déplorable. Mais on ne peut pas changer le visage de la loi. La loi est votée pour être appliquée. Le juge, hélas, n'est chargé que de l'application de la loi. Lui, il applique. Ensuite, il y a des mécanismes. Et donc, il a évoqué un des mécanismes. Je pense que c'est bon de l'évoquer ainsi. Mais je pense que, plus que ça s'évoque de plus en plus, il aurait peut-être aller plus loin. Oui, puisque je m'apprêtais à vous demander la portée de cette demande, de cette doléance, puisqu'il s'est contenté juste de l'évoquer, vous l'avez dit, il l'a fait, mais pour quel résultat? Il a fait, mais il aurait pu aller un peu plus loin. Ça aurait été peut-être encore plus utile. Faisant, vous savez, j'ai dit, la justice fait son travail. Dénier à la justice le droit d'appliquer la loi, c'est ne pas entrer dans la dynamique de l'état de droit. C'est sectionner un des piliers essentiels de la démocratie. On peut commenter, on peut critiquer. Évoquer la problématique des prisonniers politiques devrait pouvoir nous amener à analyser la sémantique. C'est quoi le prisonnier politique? Justement. Et dans le cas d'espèce, est-ce qu'au Bénin, il y a prisonnier politique? Et donc, si le droit pénal des élections prévoit des actions qui peuvent vous amener jusqu'à en prison, qui peut vous amener également en prison. Et dans le cas d'espèce, on a eu des actions, en tout cas les choses d'accusation et les motifs de jugement évoquent des cas de faits qui se sont déroulés durant les élections, mais qui sont des faits qui sont sanctionnés par le droit commun. Ça là, le débat peut se faire 10 000 ans, mais c'est fait, c'est fait. Alors, que faut-il? Rejouer le procès? C'est non, puisque c'est pas possible. Donc alors, de deux choses l'une, soit il faut évoquer la peine, soit il y aura des actions qui peuvent amener progressivement à la mise en œuvre des instruments qui existent en la matière, la grâce ou l'amnistie. Ça ne peut pas être exigé. Il faut gérer. Il faut gérer. Et le lobbying fait partie de la gestion. Ces évocations, on appelle ça des pressions. Ces pressions peuvent aussi... mais il faut savoir comment... C'est le tempo qui compte. À quel moment il faut enclencher tel levier dans la mesure où... Quelle est votre position aujourd'hui? Est-ce que les rapports de force sont en votre faveur? Je dis, chaque fois que les gens vous parlent de prisonniers politiques, ils s'éloignent vraiment de la cause des personnalités dont ils défendent, dont ils disent défendre la liberté. Parce que, en la matière, ils mettent en face d'eux d'autres personnes, dont les victimes des victimes, dont des actes inconséquents posés par certains, dont les leaders étaient parfois proches ou bien des propos qu'ils ont tenus et qui ont peut-être encouragé certains ou attisé donc la situation. Donc, voilà. Alors, pourquoi ne pas s'excuser? Pourquoi ne pas trouver qu'il y a eu des égarements? Bon, on va me dire, mais pourquoi je veux que les gens disent ça? Mais moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un de le dire. Je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre que des familles ont été meurtries. Oui. Parce qu'il y a eu certaines postures qui ont peut-être encouragé certains à faire, ou bien même il y a eu des actions, je ne sais pas. Alors, il va falloir peut-être trouver que c'était un moment délicat, que ces événements étaient malheureux, et que bon, à défaut même de dire excuse, vous savez, dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ça a remonté bien loin. Quand le pape Jean-Paul II, de son temps, est allé, il a fait des sorties symboliques. Quand il était allé à Tel Aviv, enfin à Jérusalem, sur le mur de lamentation, déjà,
ça a été apprécié par beaucoup de Juifs. D'accord. Mais les gens attendaient qu'il prononce sur la Shoah, qu'il puisse s'excuser. Il n'a pas su, il ne l'a pas fait. Mais pour beaucoup, c'est déjà un gros pas. Vous savez, on n'a pas besoin de dire je m'excuse. Parce que l'Église catholique elle-même devrait analyser les postures. Et peut-être en ce moment-là, brutalement, s'excuser pour poser d'autres problèmes. Après, je pense qu'il y a eu d'autres nouvelles postures avec Benoît XVI et le prof François. Donc, certaines choses viennent en leur temps. Et ce qui s'est passé en 2019, 2018, 2019, 2020, 2021 oui. mérite du temps peut-être pour se cicatriser d'un côté comme de l'autre. Et donc, la justice avait travaillé, appelé les gens. Il y a eu la conférence politique, il y a eu l'amnistie, et encore, bis repetita. Tout ça fait partie de l'histoire, on ne peut pas l'escamoter. C'est pour ça que, oui, Valentin Roudet a eu raison, peut-être, d'évoquer le sort de ses camarades. Oui, je pense que d'autres doivent continuer à travailler en activant les leviers dont la République s'est dotée et en accomplissant certains actes qui rapprochent de là. Et ça, on n'a pas besoin notamment des caméras pour ça. On peut travailler dans l'ombre pour rapprocher un certain nombre de positions, amener certains, amener certains à reconnaître certaines fautes ou certains manquements, peut-être, certaines errances, pourquoi pas. Quel amateurisme, peut-être. Il faut peut-être que les gens aillent un peu plus loin, je pense. Je vous demandais tout à l'heure la portée de cette doléance à Agapit Napoléon Mafoika. Elle a déjà le mérite d'exister. Comme je vous l'ai dit, on ne pouvait pas comprendre que Valentin Roudet ait eu cet acte d'adhésion, dont il fait ses pas politiques sans évoquer ses anciens camarades. Ce serait peut-être une trahison? Et comme, oui, peut-être. Mais c'est un homme, comme je vous l'ai dit, c'est un homme particulier. Donc, il a de la suite dans les idées, ça. Et donc, c'est un homme politique avisé. Il sait qu'il devrait le faire. Il l'a fait. Il ne l'a pas fait parce que c'est une formalité simple. Il l'a fait parce que ça fait partie de son fonctionnement. Après, il connaît les rapports de force. Et je dis qu'un homme politique avisé connaît les rapports de force. Donc, il a parlé de plaidoyer devant un avocat. Oui, il a même dit que Maître Diogbenu soit l'avocat. Bon, ouais, donc, du coup, il a trouvé les mots en tout cas pour dire ce qu'il fallait dire en ce moment, de sa posture, et il l'a fait. Après la portée, oui, lui l'a fait pour lui. D'autres doivent faire pour eux. N'est-ce pas un peu trop facile, justement? C'était là où j'en venais. À non, il n'est pas responsable de leurs actes. C'est vrai, mais vu le mouvement qu'ils ont coordonné ensemble... Le mouvement n'a pas commis un acte direct qui soit en lien avec... voilà, donc les fautes, les faits reprochés... C'est ça qu'au fait, l'opinion ne comprend pas, qu'il fasse ce pas en oubliant le reste... Il n'a oublié personne. Le fait que les actes qui sont reprochés à ceux dont on parle ne dépendent pas de leur appartenance au front. La preuve, quand il est Zanaï est toujours là, il est toujours résistant. Oui. Il fait des sorties. Il est toujours là, il n'a pas. Donc, en fait, ce dont on parle ne concerne pas la résistance. Ça, c'est des actes individuellement mis à la charge des personnalités dont nous parlons. Alors donc, la justice a jugé qu'ils étaient dans les liens de la condamnation, qu'ils étaient fautifs, qu'ils étaient coupables et les a condamnés. Ça, Valentin Roudet n'est pas responsable de leur condamnation. Je pense que, en tant qu'homme politique qui a flirté avec eux et qui a défendu certaines valeurs, donc il a fait ce que lui devrait faire en ce moment-là. Et donc, en ce moment-ci, je veux dire, ce moment-ci. Et donc, je ne sais pas pourquoi on doit le condamner, il n'y a pas de raison. Dernière question sur cette adhésion de Valentin Roudet. Logiquement, on peut se dire que l'opposition, je ne veux pas dire elle est vide, mais elle se vide quand même. Alors, la question de l'opposition, on y revient souvent. Oui, est-ce que l'opposition... Bon, la question était de savoir même quelle est la configuration de l'opposition. La question se pose de plus en plus parce que dire, quelqu'un dit je suis de l'opposition et ne pose pas l'acte d'être de l'opposition, c'est trop facile. Est-ce que la dernière avait donné sa position politique? Elle avait dit qu'elle était au centre. Alors donc, qu'un centre bascule à gauche ou à droite, il n'y a pas encore une information. L'éclectisme, ce n'est que pour basculer à gauche ou à droite, c'est le refus de choisir. Et lorsque, comme dit Valentin Roudet, si vous refusez de choisir, vous allez mourir. Bon, donc, alors, l'NNA a choisi. Est-ce que ça fait vider l'opposition? C'est non. Parce que quand vous regardez la NNA, c'est déjà les transfuges déjà de Paul Humpert, de FCBE Paul Humpert. Donc, à ce niveau-là, ils n'ont pas pu compter déjà, bon, peut-être pour avoir les 10%,
Ils ont joué. Ils ont joué parce que les membres viennent de circonscriptions électorales quand même. Donc, ils ont joué. Mais depuis avant la présidentielle, ils n'étaient plus ensemble. Ils n'étaient plus ensemble. Donc, quand on regarde, ils ne sont pas de l'opposition réellement. Quand vous regardez qui encore, Valentin Woudé, il n'a pas été aux élections. En clair, la DUD n'a jamais passé aux élections également. N'a jamais fait une déclaration d'appartenance claire à l'opposition. Donc, non, ce n'est pas l'opposition qui est du peuple. On peut simplement dire qu'il y a plutôt une sorte de clarification du jeu. Il y a une clarification du jeu. Chacun choisit son camp. Donc l'opposition désormais doit savoir ce qu'il lui reste. Voilà, alors on va aborder à présent un autre sujet qui a été évoqué sur nos plateaux. Il s'agit bien évidemment de cette restriction du droit de grève qui sera étendue et bien évidemment à 3 secteurs dont le transport aérien. Quand on sait, Agapit Napoléon Mafouékan, que cette semaine il y a eu la grève des agents de la SECNA, n'est-ce pas l'âme ultime que le gouvernement brandit ainsi? Pourquoi on parle de l'âme ultime? Le gouvernement, dans son rôle de régulation des mouvements des flux et reflux politiques ou communautaires, enfin de la vie ensemble, hein, dans la communauté, je veux dire. Le gouvernement agit, et doit agir pour préserver les droits et les intérêts des parties prenantes des acteurs. Donc, est-ce que c'est une arme fatale? Je ne sais pas. Puisqu'on a déjà restreint le mouvement de grève à un certain nombre, à une durée dans le mois, là on veut aller loin. C'est vrai que les termes ne sont pas totalement mis à la portée de la population. Peut-être qu'une fois à l'Assemblée, on en saura un peu plus, mais on va venir, je vais dire. Non, oui, on va venir, mais le droit de grève peut être encadré. Donc, il y a des corps sensibles. Et le communiqué du gouvernement est suffisamment clair. Le gouvernement estimait que que cette catégorie-là devient sensible. Alors, je vous vois venir, vous allez me parler de la grève de la semaine, de la SECLA, tout cela. Et je vous dis en même temps que oui, mais c'est la réponse. Il faut effectivement un prétexte pour vous mettre sur certaines pistes, pour voir un peu la gravité de certaines choses qui pourraient se passer. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cette grève à la SECLA, peut-être que le gouvernement n'aurait pas pu être amené à une telle décision. Mais cette grève-là est suffisante pour amener les pouvoirs publics. C'est les actions qui amènent les réactions. L'action de législation ne vient jamais en l'air s'il n'y a pas déjà un prétexte qui crée les conditions favorables à cette action-là. Comment vous voulez que vous fassiez? Vous venez dans un pays, vous avez un examen à passer ailleurs, vous avez des exigences, et vous venez, vous allez à l'aéroport, et on dit non, ils sont en grève. Bon, voilà. Vous venez le bloquer. Là, vous verrez bien ce que c'est que la grève. Et vous verrez bien ce que c'est que l'abus d'armes dont certains font preuve pour défendre leurs intérêts partis. Mais il faut un service minimum selon, bien évidemment, leur convention, Agapit Napoléon Mafouékan. Est-ce qu'ils ont assumé ce service minimum? Voilà la question. Des fois, ils ont été annulés à l'appel, des conflits ont été bloqués, des amis ont été bloqués. Alors, donc, moi, je ne rentre pas dans le cas particulier. Je dis que si l'État a estimé nécessaire ce qui est passé là est peut-être un prétexte. Mais l'État a le pouvoir suprême, justement, donc ce n'est que lui qui évalue l'utilité ou non. Absolument. Donc, du coup, moi, je n'ai pas dit que c'est bon, c'est mauvais. Pour moi, c'est une action de régulation dont l'État seul en est capable et dont l'État a assumé. Et je dis, j'ai lu le raisonnement, un peu les motivations, les motifs. Et donc, quand vous lisez les motifs, vous avez vu ce qui s'est passé. Moi, je dis, mais il n'y a même plus à aller chercher longtemps. Ailleurs, l'aéroport est un lieu stratégique. L'aéroport est un lieu stratégique. La gestion du flux des avions est une action stratégique. L'approvisionnement en fuel est une manœuvre stratégique, très délicate. Alors, quand vous avez vu ça, le service au sol, comme en l'air, hein, le service au sol, comme en l'air, ça s'appelle le catering ou les services de navigation, tout ça sont des actions stratégiques. L'État, alors, a estimé avoir un regard sur les mouvements des travailleurs dans ces actions, dans ces lieux stratégiques. Pourquoi? Moi, je ne suis pas... Le Bénin n'est pas le seul membre de le Bénin est un État qui organise son ciel, sa terre, son air,
sa mère. C'est dans le ciel, il y a des frontières. Oui, donc le Bénin organise la frontière. Le Bénin organise l'atterrissage de l'avion, le décollage de l'avion sur la frontière. Après, chacun prend son relais là où il doit prendre. Le Bénin gouverne, le Bénin régule, c'est pour ce qui concerne le Bénin. Et le Bénin pense d'abord à ses intérêts et aux intérêts des populations du Bénin. Ça, c'est un fait. Après, le droit communautaire est un droit de confort. C'est un droit de confort qui vient renforcer certains arsenaux internes, certains arsenaux externes qui permettent donc de mettre en commun des actions, de faire des synergies et de ne pas vivre en isolement. Mais après, oui, il y a des moments où, quand vous avez vu le Brexit en Grande-Bretagne par exemple, certains ont pensé que la Grande-Bretagne ne peut pas vivre avec le Brexit, et pourtant ils vivent. Il y a des États de l'Europe qui ne sont pas dans l'espace Schengen, donc le Brexit. Il y a des États qui sont en Europe qui ne sont pas dans l'Euroland. Et pourtant, donc c'est des particularités, il n'y a pas de raison. C'est parce qu'on est dans la communauté qu'on est obligé de tout faire ensemble. Le Bénin est un État souverain. Mais même si vous êtes... Mais déjà qu'on avait un précédent avec cet oral du chef de l'État en France qui est critiqué, qui a tout fait d'être critiqué aussi. On se rappelle de ce que le chef de l'État a dit. Donc avec ce précédent, on estime que bon voilà, on veut peut-être encore tordre le cou à la démocratie que le chef de l'État assume pleinement. Ben, chacun analyse la démocratie comme bon lui semble et tordre le cou. Il faut dire que la démocratie est un coup bien droit. C'est comme l'autre lui a donné un nom, de firme. Donc, est-ce que déjà cette démocratie tenait debout normalement? Ou est-ce que c'est pas une démocratie bancale qu'il faut plutôt redresser? C'est ça la question. Donc, non, je pense que, vous l'avez dit, le chef d'Arabes, ce qu'il a dit en France, mais ça a choqué les esprits faibles, ceux qui n'arrivent pas à comprendre les choses de la manière la plus simple. Il n'y a rien de choquant là. Le président dit les choses telles qu'il les a faites et telles qu'il les perçoit. C'est lui qui a été élu par les Béninois pour gouverner à leur destinée, donc pour présider à leur destinée. Donc il a dit ce qu'il lui fait, qui peut attirer les investisseurs. Alors si ça choque, si les actions du Bénin pour attirer les investisseurs au Bénin choquent les Béninois, mais tant mieux, mais on n'a tué personne. C'est même pas que le gouvernement a tué quelqu'un, a commis un acte ignoble ou un crime à l'humanité. Je n'ai pas l'impression. Après, oui, chacun est libre d'apprécier comme bon lui semble. Je trouve que le gouvernement est dans ses actions. Et dans le cas d'espèce, il faut avoir plutôt un gouvernement qui agit, proactif, vraiment présent sur l'action de législation. C'est comme ça que les grandes nations vivent. Quand il y a un problème, on régule, en même temps, on légifère ou on réglemente, et puis ça avance. Ici, on prend des années pour le faire. Je pense que c'est heureux qu'il y ait peut-être cette présence pour pouvoir mieux prévenir et surtout agir. Oui, prévenir surtout avec la sensibilité de ce secteur, vous l'avez dit, mais l'autre préoccupation, eh bien, Agapit Napoléon Maforican, c'est de savoir quelle chance pour que, si cette loi a été votée, quelle chance pour qu'elle soit appliquée, étant donné justement qu'il s'agit d'un conglomérat. D'abord, il faut connaître le contenu. Ensuite, les motivations du gouvernement étaient claires. Donc, quand le gouvernement fait voter une loi, il a les moyens de la faire respecter, de l'appliquer. C'est lui qui a la police, c'est lui qui a l'administration, c'est lui qui peut requérir les services publics pour agir. Donc, le fait que nous soyons dans un système communautaire à l'aéroport ne nous oblige pas nécessairement à être dépendants des humeurs des emplois, des salariés communautaires. L'État béninois peut réguler et donc légiférer pour gérer à l'interne ces flux, notamment les services régaliens qu'il doit accomplir pour le bien du peuple. Donc la chance c'est déjà le libellé. C'est d'abord le côté réaliste, la faisabilité des mesures qui seront prises. Si tout ça a été bien pensé, il n'y a pas de raison qu'il se pose un quelconque problème d'application. Nous irons cette fois-ci au Burkina Faso, ce qui sera notre dernier sujet du jour. Il y a une sorte, je vais dire, de bicéphalisme au sommet du Burkina Faso, de putsch en moins d'un an, parce que Damiba a été installé, je pense, en janvier. Là, nous sommes en octobre 2022. Le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina serait-il l'enfant malade de l'Afrique? D'abord, il n'y a pas un bicéphalisme, il n'y a pas deux pouvoirs en place. C'est un seul. Mais qui l'exerce alors? Les autorités de fait, celles qui sont au pouvoir. Qui sont qui? Parce qu'il y a un coup d'État. C'est à eux de savoir. Moi, je ne sais pas là où ils en sont, mais il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est ceux qui ont gagné. Puis ça se joue à la force.
désormais, depuis 2015. N'oubliez pas, c'est-à-dire que, à partir du moment où la rue chasse, celui qui a gagné le pouvoir de diriger, ça pose déjà un problème. Normalement. Mais vous savez, les foules, les mouvements de masse, la rue, le brouhaha ordinaire, le tumulte général fait que, oui, on trouve que certains, ça vraiment, le peuple a pesé. Le peuple, la masse n'est pas le peuple. La marmaille n'est pas le peuple. La foule n'est pas le peuple. Le peuple, c'est celui qui intelligemment décide lorsque on met les suffrages en jeu, par référendum ou par élection. Ceux qui agissent, c'est la masse, parfois téléguidée, manipulée. Donc, moi, je ne pense pas, la rue, je ne l'aime pas. Parce que j'estime qu'elle n'est pas intelligible, elle n'est pas intelligente. Elle est bruyante. Elle est irresponsable. Parce qu'elle pose des actes dont personne ne peut répondre. Alors, vous comprenez que ce qui se passe au Burkina n'est que ça. On va me dire, mais oui, mais lui, il est où? De quoi il se bête? Non, c'est pas ça. Mais les effets, vous avez beau être d'accord, ne pas être d'accord, les effets, voilà, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On a vu ça dans les pays, en Guinée, quand Dadis Camara a arrivé, on dit, c'est un coup d'état sanitaire. On en est là aujourd'hui. Il faut que les gens respectent le pouvoir. Ceux qui sont détenteurs du pouvoir ont reçu ça de manière spirituelle. Le pouvoir est divin. On ne le gagne pas. Sinon, vous et moi, on vient aussi de maman intelligente. Nous-mêmes, on a aussi notre intelligence. On vient d'un père ou d'une mère qui ne sont certainement pas plus bêtes que d'autres. Donc, du coup, on a aussi une tête et des membres qu'on pourrait diriger. N'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi ce n'est pas nous qui dirigeons? Et quelqu'un d'autre. Il se fait que, spirituellement, c'est à eux qu'est allé le pouvoir de diriger. Et donc, pour moi, dans ma petite place que j'occupe, j'estime que le pouvoir est divin. Et celui qui a la chance de l'exercer, il faut lui devoir ce respect. Oui. Jusqu'à dans la durée de son mandat. Dans la durée du mandat présidentiel. Et des prérogatives qui sont les siennes. Il faut qu'on respecte. La rue ne peut pas continuer de gouverner. Dans aucun pays, ce n'est pas possible. Le reste, c'est certains encouragent ça, certaines puissances, certains partenaires, certains ONG. Oui, puis on parlait justement de partenaires. Dans leur logique de propagande ou de communication internationale pour capter certaines rentes extérieures. Mais ce n'est pas intelligent. On ne peut pas donner le pouvoir à la rue parce que dès que la rue prend le pouvoir, on n'est pas loin de l'anarchie. Et moi, je me dis toujours, entre l'autoritarisme et l'anarchisme, deux systèmes absolument mauvais, je suis obligé de choisir, je choisirai l'autoritarisme, parce que ça a le mérite de mettre de l'ordre dans la cité, alors que dans l'anarchie, on ne sait pas qui fait quoi, c'est la loi du talion, on brûle, on rase tout, et après, on dit qu'il faut reconstruire. Soyons un peu quand même des humains, et soyons un peu plus intelligents, en sachant que lorsqu'on a, il est d'abord plus facile de détruire que de construire. Et lorsqu'on a fini de détruire tout, la construction prend du temps. Regardez les aïeux aujourd'hui de la RDC. Se remet difficilement. Depuis les années Mobutu, les gens pensaient qu'une fois qu'on va tenir le dictateur de Mobutu, tout ça, ça fait 25 ans. Est-ce que la RDC est stable? Est-ce que le pays a failli de créer une démocratie pour que ce soit stable? Les autorités qui sont là font de leur mieux. Ils tentent. On ne peut pas dire que quelqu'un ne fait rien, ils tentent. Mais on a eu Laurent Désiré Kabila, abattu lui-même. Et puis on a eu son fils, enfin, a-t-on dit, qui a fait ce temps. Après, la situation était difficile. Et là, celui qui est là tente de bâtir un État nouveau. Autour de lui, il y a une sous-région, un mouvement. Oui. Alors, est-ce que c'est cela que nous voulons? Non, ce qui se passe au Burkina est dramatique. C'est vraiment très dramatique. Mais quand vous voulez parler de deux pushs, oui, ajoutez déjà que le GEM, ça a commencé en 2015, et avec octobre 2015, et que c'est déjà là qu'il y a eu, tout comme il y a eu Dadis Camara en Guinée, et tout ça n'augure rien de bon. Tout comme il y a eu Alassane au Mali en 2012. On a beau installer Ibeka, la France a beau déployer toutes ces bonnes intentions, on est venu maintenant à ce qu'ils sont là aujourd'hui. Et là, également, vous voyez la tournure que prennent les événements. Aujourd'hui, au Mali, ne peut pas laisser un Africain indifférent. Parfois, on est partagé entre un regard quand même condescendant sur ce qui se passe, au même moment qu'on regarde la forme
standard, disons, le prototype de l'État qu'on a envie de voir et que la situation malienne peut tout chambouler, Oui. je pense qu'on devrait remonter un peu à tout ça là pour pouvoir se dire il faut prévenir que guérir, il faut éviter que ce qui s'est passé au Burkina en 2015 arrive. Et c'est justement ça qui donne aujourd'hui le coup. Le président Kaboré, il n'arrivait plus à gouverner. Il n'arrivait plus à gouverner, mais bon, il a été réélu. Il fallait le laisser finir ce mandat. Mais n'est-ce pas aussi le djihadisme qui, je vais dire, ouvre pratiquement cette boîte de Pandore, Agapit Napoléon Maforika? C'est vrai que la situation sécuritaire dans la sous-région, dans la région, offre une situation, offre des occasions d'incertitude et d'insécurité qui peuvent interpeller. Lorsque vous n'avez pas de réponses sûres à certains questionnements, lorsque vous avez des hommes sur le terrain et qui ne sont pas totalement bien outillés, l'Afrique, on n'a pas accès aux armes, nécessairement, donc c'est pas bien outillé, il n'est peut-être pas bien encadré parce que le nombre n'est pas aussi suffisant, ça dit que nos armées sont ce qu'elles sont. Bref, quand vous voyez tout ça, oui, c'est logique que les gens se posent des questions, mais aller prendre le pouvoir, mon humble avis, je pense que le pouvoir est trop sérieux pour qu'on utilise des armes pour le prendre. Ça, pour moi, il est trop sérieux pour qu'on utilise des armes pour le prendre. Il faudrait peut-être que les civils aussi essaient de trouver en leur sein, disons, une certaine discipline interne pour éviter que les militaires en arrivent à se convier. Là, maintenant, c'est entre militaires. Je pense non, bien que... il y a eu un premier coup. N'oubliez pas, oui, n'oubliez pas qu'il y a eu 2015. Bien sûr. Parce que si on extrapole 2015, on ne ferait pas une bonne analyse. Oui. Hein? Et on ne ferait pas une bonne analyse. Donc pour moi, c'est les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Et il faut agir beaucoup sur les causes pour éviter les effets. Là, maintenant, c'est l'éternel recommencement. C'est des temps très incertains pour le Burkina Faso, on va dire. Disons que pour toute la sous-région, c'est des temps très incertains. Hein? Parce que quand vous regardez un peu l'environnement, la géopolitique dans laquelle on se situe aujourd'hui, c'est quand même assez délicat. Une Afrique de l'Ouest, minée par des crises. D'abord des problèmes de croissance, de développement. Avec la Covid-19 et la guerre en Ukraine aussi. Il y a ça. Déjà, dans le sous-développement, déjà, nous sommes parmi beaucoup de pays, plus de 10 pays, ou plus de la moitié des pays de l'Afrique de l'Ouest, font partie des PPTA, des derniers pays, en termes d'indice de développement humain. Quand on regarde ça, quand on regarde l'environnement économique qui est le nôtre, on peut avoir peur pour notre région, bien sûr. Il ne s'agit pas d'être catastrophiste, il ne s'agit pas d'être alarmiste, non. Mais il faut quand même avoir peur. Et avoir peur ne veut pas dire de paniquer, c'est d'avoir des appréhensions. C'est plutôt de se réveiller en disant qu'il y a quelque chose de mal. Nous n'avons pas encore vaincu la fatalité, comme disait l'autre à l'époque, tout très enthousiasmé. Nous devons travailler à maintenir une certaine ambiance de sécurité, et ça passe par les intellectuels. C'est eux qui créent les situations d'incertitude, qui souhaitent parfois qu'il y ait coup d'État. Même dans ce Bénin, les gens souhaitaient. Moi, je dis, mais on n'a pas peur de nos militaires, on a plutôt peur de nos civils. Nos civils qui en appellent très ouvertement au changement de régime par la force et qui utilisent parfois les naïvetés de certains. C'est là qu'il faut avoir peur en réalité. Donc pour moi, oui, le Burkina, la situation de sécurité dans la région est importante, mais elle ne peut pas tout expliquer. Il n'y a qu'à l'interne, il y a quelque chose qui a mal tourné depuis 2015 et qui continue de tourner mal. Et puisque nous sommes au Bénin, dernière question, matière à craindre pour nous ici au Bénin? C'est ce que je vous ai dit. Oui, moi je crains, mais pour les intellectuels, je ne crains pas les militaires. Pour moi, j'estime que notre armée est une armée républicaine. C'est une armée loyale. C'est une armée de travail. C'est une armée de développement. Et ils l'ont démontré à chaque fois, depuis 60. Vous regardez, j'ai eu déjà un temps où j'avais la manière dont ils arrivent et en même temps ils redonnent le pouvoir. L'armée béninoise n'a jamais éternisé au pouvoir, sauf l'escale de 72-90. Et là encore, ça a son contenu. Il a fallu, l'armée a mis en place en même temps les groupes de travail et il s'est appuyé sur les civils pour diriger parce qu'ils estimaient que chaque fois ils donnent, mais ça ne débouchait sur rien. On a fait l'expérience du gouvernement militaire révolutionnaire de 72 à 75, et puis après, il y a eu le gouvernement du Conseil militaire de la Révolution, et ainsi de suite, il y a eu le Parti de la Révolution populaire du Bénin. Alors donc, ils se sont mis en place une structure politique qui a servi d'appoint, disons, de arme de lancement à l'action politique de l'époque. Sinon, moi je ne crains pas trop. Par contre, des civils indisciplinés, voulant le pouvoir vaille que vaille, de se reculant devant rien, peuvent tout pour nous amener à cette situation. Et j'espère bien que nous n'aurons pas vraiment à la vivre
elle n'est pas agréable. Et nous sommes donc de cœur avec nos amis du Burkina Faso. En tout cas, il faut être attentif et suivre la situation de près, espérant qu'il n'y aura pas plus de goût de sang et que le calme reviendra dans ce beau pays. Voilà, je pense que ça, je laisse parler le cœur. C'est le Burkina est un pays que j'aime particulièrement. Voilà. Le pays des hommes intègres. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafouékan, pour toutes ces analyses. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée en compagnie du reste de nos programmes. Ce programme, vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur l'ensemble de notre plateforme digitale, notre site internet, le www.etelebénin.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin, puis en direct via notre application iOS et Android eTélé Bénin et le décryptage, c'est en nouvelle diffusion le lundi après le journal de 13h. eTélé, avec vous, pour vous.